En fait, ce qui maintient, on va dire vraiment, l'ordre des choses et la nature telle qu'elle est, ce sont donc les plans universels de conscience cosmique. On avait vu, on va dire, tous les différents plans, l'inconscient, le subconscient, le plan physique, le vital, le mental et tous ces plans-là. Et donc, comme on disait, effectivement, tous ces corps, tous ces plans en tout cas, qui sont les corps de la planète, les corps subtils de la planète, tous ces plans-là sont complètement autonomes. Simplement, dans leur autonomie, ce qui permet la fonction, même s'ils sont interconnectés, il y a des grands esprits de la nature, des grands êtres, on va dire, qui maintiennent le fonctionnement, on va dire, de tous ces plans. Et la chose qui est intéressante de comprendre, c'est que tous ces êtres-là ont un rôle, ont un but, c'est de maintenir l'ordre cosmique des choses. Vous voyez ? Donc, par exemple, heureusement d'ailleurs, parce que le fait que notre cœur y bat, voilà, il y a des consciences, des archétypes qui permettent au cœur de ne pas s'arrêter quoi qu'il arrive. S'il y a la moindre attaque, automatiquement, il y a quelque chose qui vient contre-attaquer et empêcher qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne sortir ou rentrer dans le processus. Quand on se coupe, c'est la même chose. Le fait qu'on se coupe, automatiquement, tu as des énergies, des cellules immunitaires, en tout cas, qui vont venir, en tout cas un principe immunitaire qui va venir, qui va permettre, on va dire, de combattre les bactéries, d'empêcher qu'il y ait quoi que ce soit qui sorte du corps. Vous voyez, parce que c'est un principe qui fonctionne très bien par lui-même. Il est autonome. Et comme je disais tout à l'heure, le corps mental est autonome. Il n'a pas besoin de nous, qu'on soit dans le coma ou qu'on dorme, il continue à penser et il ne s'arrêtera jamais parce qu'il est soutenu, on va dire, par l'énergie du corps et par tous les fluides qui constituent le corps éthérique et le corps physique. Donc à partir de là, quelque part, ce qui nous donne le sentiment d'exister en tant que moi-je, c'est le sentiment d'identification à la présence, à l'être, au grand moi, au grand je, à l'être central en définitive. Vous voyez ? Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'à partir du moment où l'on commence à sortir de ce processus de quelque manière possible, c'est-à-dire qu'on va commencer à méditer, on va commencer à avoir un processus d'introspection, et ben on va dans le sens contraire du courant. C'est comme si on remontait la rivière en fait, vous voyez ? Donc ça va demander déjà un effort, ça on le sait, mais en plus de ça, il va y avoir une résistance justement de la conscience de ces grands plans universels, qui par nature sont, on va dire, de la même nature, on va dire, que nos corps individuels. Donc c'est jamais par hasard que quand on commence à méditer, souvent même pour ceux d'ailleurs qui commencent la méditation, dès qu'ils vont méditer, automatiquement, bam, les pensées vont être plus fortes. Tu sais, c'est ce que je vous disais, tu sais. Bah ouais, voilà, c'est la qualité, on va dire, consciente du corps mental, du plan mental qui résiste parce que il va être menacé par le fait de le transcender. Donc comme on avait dit, effectivement, c'est par l'identification au processus qu'on nourrit le plan et qu'on nourrit les corps. Plus on s'identifie au corps mental, plus d'ailleurs on le nourrit. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose... et si on veut d'ailleurs l'élargir, et élargir le corps mental de quelconque manière, on va apprendre, structurer le corps par des techniques, des exercices, mais aussi par des mathématiques, des mots croisés, de ce que l'on veut. On va l'élargir, parce qu'on va le nourrir. C'est en s'identifiant qu'on injecte de l'énergie dedans et qu'on permet de créer en définitive des nouvelles couches. Et qu'en définitive on meurt, toutes ces couches qui ont été créées disparaissent et vont rejoindre les plans universels de ce même plan pour aller aussi l'élargir et lui donner, on va dire, les qualités de chacun qui permettent à ce plan universel de se constituer, de s'élargir et de grandir aussi. Donc c'est à travers nous, quelque part, que les grands esprits de la nature peuvent grandir, peuvent évoluer et s'élargir. Donc quand je parle de sentiment d'être, en fait, il y a deux sentiments d'être. Il y a deux sentiments d'être. Il y a le sentiment d'identification à la forme qui nous donne un faux sentiment d'être. Ce faux sentiment d'être, c'est l'illusion d'être une personne, d'être un individu et d'être localisé, entre parenthèses, dans un espace précis qui est le véhicule, mais qui est une réalité de la conscience. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est une réalité de la conscience. Simplement, c'est une réalité totalement limitée de ce que l'on est. Vous voyez ? Ça, c'est le premier sentiment d'être. C'est celui qu'on connaît tous. C'est le sentiment ordinaire. C'est celui qui, généralement, nous fait souffrir, nous limite et nous condamne et nous contraint, on va dire, dans une coque à laquelle on veut échapper. C'est pour ça, justement, qu'on fait des formations, des stages de la méditation et qu'on étudie aussi tous les pratiques spirituelles, justement, pour sortir de ça. Mais au-delà de ça, existe le grand sentiment d'être. Mais quand on commence à toucher à l'être et à la présence, à ce grand moi, avec un grand M, qui est ce grand sentiment d'être, on se rend compte que ce n'est
qu'une fractalité quelque part. Le petit sentiment d'être ordinaire n'est qu'une fractalité de ce grand sentiment d'être. Et très généralement, en définitive, dans la journée, on mélange en permanence le sentiment d'être qui est le grand moi avec le petit sentiment d'être qui est le je. Parce qu'en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a aucune barrière. Donc on est en fait dans une ignorance quelque part de la connaissance en fait de nous-mêmes, tout simplement. Il n'y a qu'un seul sentiment d'être. Simplement, il se fractalise, il se divise et il se limite par l'identification à des phénomènes et à la forme. Mais en définitive, il est tout le temps là, c'est toujours le même. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? C'est pour ça que je dis qu'il y en a qu'un seul, parce qu'il n'y en a qu'un, et en même temps, quand on commence à travailler ça, eh ben, on est obligé d'imaginer qu'il y en a deux. Voilà, on ressent les deux. Mais en fait, on le ressent par fraction, parce que le sentiment d'être est toujours là, mais en fait, si on regarde bien, on se rend compte que le petit sentiment d'être ne fonctionne que par fraction, à des pensées, à des émotions. Il est toujours là, et il crée une sorte de forme pensée mentale. Hein, elle est typiquement mentale, et après elle vient s'additionner avec des charges pensées émotionnelles, et elle reconstitue une sorte d'être qui n'est pas ce que nous sommes. Et quand, à chaque fois qu'on est en train de penser, vous pourrez regarder, à chaque fois qu'on est en train d'imaginer qu'on va faire un projet, que je suis en train de faire ci, faire cela, eh ben c'est comme si on passait par ce sentiment-là, on infusait le sentiment d'être à cette forme pensée, et après cette forme pensée, ce je, et ben ensuite naissaient les pensées liées au projet, liées aux activités, liées à ce qui nous arrive, etc., etc. Vous voyez ? Tout à fait, c'est une sorte de filtre qui a été créé pour notre développement, hein, pour pouvoir grandir, pour notre croissance intérieure, mais simplement qui est une sorte de création, une création mentale, vitale, on va dire, de notre conscience. Hein, mais qui lui permet aussi de pouvoir justement s'adapter, on va dire, aux différents plans universels. Parce qu'il faut bien qu'il crée une sorte de filtre, on va dire, de mental et vital, etc., qui sont à l'image aussi de nos différents corps individuels, et qui sont eux-mêmes à l'image des grands plans universels. C'est ce qui nous permet de grandir et de participer au grand plan et à l'univers cosmique des énergies. Simplement, et c'est là où je vous partageais ça, c'est que si nous voulons sortir de ça, de quelconque manière, ce qui n'est pas hors nature, c'est pas contre nature. On ne va pas dire que c'est contre nature, mais simplement c'est une transcendance de la densité et de la conscience de plans qui existent et qui sont autonomes. Donc à partir de là, ça va demander un effort. Et là, on va être confronté à des gardiens, à des êtres qui sont présents, qui sont des esprits de la nature. C'est leur rôle, c'est absolument leur rôle d'être là et de permettre à ce que ça ne se fasse pas ou que ça se fasse avec difficulté. C'est pas leur rôle non plus de nous empêcher de passer. Hein. On est bien plus puissant que ça, on est relié à tous les plans. Mais simplement, ils vont faire en sorte que l'on ne passe pas pour simplement le maintien de la nourriture qu'ils récupèrent au niveau énergétique. Hein, c'est ce qu'on avait vu hier où je disais que les formes pensées, c'était pareil. On crée des formes pensées mentales, elles deviennent autonomes, et ces formes pensées mentales, si on cherche à les empêcher de vivre ou à les couper, automatiquement, les grands égrégores à laquelle ils sont reliés vont tenter absolument de faire en sorte que l'on continue à les nourrir. Hein ? C'est pour ça que quelqu'un qui veut plus être en colère, 2 jours après, une fois qu'il a calmé sa colère pendant 2 jours, il est content. Et 2 jours après, il n'a jamais été autant en colère que ce qu'il avait été avant, vous voyez. Ou quelqu'un qui fume, ou quelqu'un qui voilà, il y a toujours un truc, un moment qui vient réalimenter le truc pour essayer de sauver la partie, la chose. Hein. Oui, après il y a des techniques énergétiques effectivement qui peuvent empêcher ça, mais effectivement après c'est une question de volonté, de discipline, de concentration et d'acceptation aussi, bien sûr. Plus tu le repousses et plus il revient. Et voilà, mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs techniques et chacun va le faire différemment. Hein. Il y en a qui vont travailler, par exemple, pour une addiction, ils vont être dans l'acceptation de quelque chose qui les traverse et vont pas y revenir. D'autres vont être dans la volonté de ne surtout pas y penser. D'autres vont être dans le fait de ne surtout plus voir la drogue ou de plus voir à quoi ils sont accros pour machin, etc. D'autres vont devoir être complètement dedans et de rester avec les amis qui se droguent pour pouvoir réussir en étant sur place, d'effectivement de ne plus en prendre ou quoi que ce soit parce qu'il sent que s'il s'éloigne, il va plus en avoir besoin que s'il est en face toute la journée. Il y en a qui arrêtent de fumer en gardant leur cigarette sur eux, il y en a qui arrêtent de fumer en n'en voulant plus, en jetant leur paquet. On est vraiment tous différents en fait par rapport à ça. Il y a différentes techniques, on va dire, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques même et de disciplines. Et toutes les tapasias, on va dire, spirituelles sont différentes, hein, ce qui est logique. Mais simplement, il est évident que pour chacun et chaque chercheur, on est confronté à la même chose, c'est-à-dire à une résistance naturelle des éléments de la nature.
Donc on a envie de méditer, on est bien, on se dit il n'y a pas de problème, il y a machin, et puis on commence à méditer, et puis d'un seul coup ça nous gratte les fesses, et puis après voilà, on tapote du pied, d'un seul coup on ne sait pas pourquoi on est excité, on repense à une facture d'il y a quelques jours qu'on n'a pas payé, et tout commence à remonter, tous les soucis, les stress, les choses qu'on n'a pas fait. Faut que j'appelle machin avant midi, c'est pas vrai, je l'avais dit hier, alors qu'il n'y avait pas de souci, il y a encore 2h30. Vous voyez, et ça devient comme une obsession, c'est-à-dire on dit ah oui mais il faut absolument que je le fasse là, etc. Bon, je fais plus qu'un quart d'heure, une demi-heure. Ouais, de toute façon, je sais pas si j'ai vraiment envie de méditer aujourd'hui en fait. Bon, je le ferai cet après-midi. Et d'un seul coup, des excuses commencent à arriver. Et toute la discipline tente de s'effondrer, on va dire. Vous voyez, il y a quelque chose qui commence à faire chuter d'un seul coup toute l'aspiration qu'on s'était mise et tout ça. Et ça commence à s'écrouler, ça s'écroule. Et là, si on n'a pas le truc, non, je me maintiens, je fais ça, je me concentre, et on n'a pas des pratiques qui permettent de faire ça, ben après, ça peut être difficile. Mais les pratiques peuvent aussi être que j'accepte de sentir que ça s'effondre, j'accepte de sentir mes résistances, j'accepte de sentir que pour moi j'ai pas envie de méditer, j'accepte voilà on va dire ma difficulté, mais c'est une pratique aussi. Vous voyez, le ne rien faire, l'acceptation ou l'accueil ou le fait de mettre de la concentration ou de rejeter les pensées, quelconque technique qu'on choisisse, reste quelque part une méthode et une posture intérieure qui va de ce fait permettre de pouvoir transcender ça. L'avantage, c'est qu'une fois que l'on le transcende, c'est-à-dire qu'une fois que ces grands gardiens et ces esprits de la nature ont accepté, du moins ont laissé passer, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, parce qu'il y a une pression, il y a une énergie, ou il y a une aide aussi de grâce qui a permis, on va dire, de calmer tout ça et de laisser passer, à force de pouvoir le faire, à un moment, après, ils ouvrent les portes. Automatiquement. C'est-à-dire que, voilà, c'est connu par exemple dans les initiations Yorumba avec Elegba, par exemple, le grand gardien. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'explication d'Elegba, mais le grand gardien, c'est qu'au début, on rentre dans un conflit avec lui, on le combat, et à la fin, quand il a compris qui on était et ce qu'on était, et on a prouvé notre capacité à passer ces portes, après c'est notre meilleur ami. Et c'est lui qui va au-devant pour ouvrir les portes. Vous voyez ? Bon, c'est une compréhension une explication un peu chamanique, africaine, mais on rejoint toujours les mêmes choses. Je veux dire, la vision chamanique et animiste ne contredit absolument pas les enseignements non duels et les difficultés à laquelle peuvent être confrontés tous les chercheurs. Vous voyez ? Et ça se fait au niveau émotionnel. Vous voyez ? Mais c'est la même chose au niveau émotionnel. Si on a une émotion qui est, on va dire, qui est perturbante, vous avez une émotion qui est extrêmement perturbante, vous avez 6 ou 7 ans, vous vivez quelque chose qui est atroce, eh ben, il va y avoir une protection des gardiens de la nature, parce que pour que le corps vital puisse continuer à se développer naturellement, il va falloir cloisonner comme une sorte de kyste ou d'abcès, il va falloir cloisonner cette mémoire de manière à ce que la personne ne s'en souvienne pas, qu'elle ne puisse pas s'identifier. Parce que si elle s'identifie et donne de l'énergie à ça, l'abcès va grossir et va pourrir complètement tout le corps vital. Donc il va falloir le cloisonner pour permettre naturellement au corps vital de pouvoir continuer à grandir sans qu'il y ait de problématiques. Et c'est quand la personne après est mûre ou chose comme ça, parce qu'il y a quand même un abcès quand même dans le corps émotionnel qui va créer des dommages sur tous les autres corps, mais qui a été, on va dire, contraint quand même par des forces quand même, qu'on réussit quand même à faire le maximum. Et à un moment, l'abcès il va s'ouvrir, voilà, naturellement, comme ce qu'on retrouve au niveau du corps physique. Et c'est à ce moment-là peut-être que voilà, la personne sera mature pour aller en thérapie ou pour sortir ou évacuer et se rendre compte et la mémoire revenir qu'il y a eu un problème quand elle était petite avec telle ou telle personne, etc. Et que là, elle va pouvoir le travailler par la suite et guérir et nettoyer justement ce corps. Vous voyez ? C'est un être mental, un être de la nature au niveau mental qui va faire cette protection de l'être. Voilà, ce sont tous les êtres justement du plan vital et du plan mental qui vont travailler justement ensemble pour protéger et créer justement cette protection, on va dire. Oui, bien sûr, ce sont les êtres, les esprits de la nature, sont les êtres qui sont responsables de toutes les qualités de tous nos différents corps. C'est à travers eux qu'on vit en fait. En fait, si on pouvait dire quelque chose, nous, en tant que tels, nous n'existons pas. La seule chose qui existe de nous, en tant que tel, c'est l'être psychique, l'étincelle qu'il y a au cœur de l'être psychique, l'âme, et la partie de l'être central qui englobe et qui peut rentrer, on va dire, par identification avec ses grandes forces.
c'est un écosystème, on va dire, qui est d'une perfection incroyable, qui est assez extraordinaire, mais qui constitue plusieurs plans en arrière, des plans parallèles, des plans de derrière, des plans au-dessus, etc. Il y a des plans qui ont des fréquences plus hautes et des plans qui ont des fréquences plus basses, etc. Mais tout ça, en fait, est une logique, on va dire, qui font partie des lois cosmiques. Après, nous, le système à laquelle on s'identifie aujourd'hui, c'est l'écosystème. Hein, voilà, c'est un autre écosystème, mais c'est l'écosystème qui est plus limité, plus bas, et qui est simplement le système, on va dire, d'identification que l'on connaît. Mais on connaît, on va dire, et on vit dans tous les autres plans. Simplement, on est limité par notre conscience, par justement cet écosystème qui paraît en fait nous limiter, à laquelle on veut sortir. Vous voyez ? Et c'est justement ça, c'est quand on commence à en sortir tranquillement, on commence à monter en vibration, eh ben, il y a une connaissance naturelle qui n'est pas une connaissance mentale, qui descend automatiquement, qui est automatiquement une sorte de reconnaissance naturelle des lois cosmiques et de la nature, en fait, telle qu'on est constitué. Vous voyez ? Hein ? Si on regarde l'être psychique et le plan psychique par nature, les plans de l'âme qui sont en arrière-plan, eux aussi, ce plan-là, c'est exactement la même chose. Il y a des mondes, il y a des êtres, il y a des gardiens. Hein, ils tentent aussi de coloniser quelque part les différents plans vital et mental à travers l'individu en essayant d'infuser les qualités divines dans l'être. Vous voyez ? Ce sont juste des plans qui sont différents, mais il n'y a pas de cloisonnement tel qu'on peut l'imaginer. Tu vois ? Il n'y a pas de cloisonnement entre ton corps vital et ton corps mental. Il y en a un, mais en fait, principalement, il n'existe pas parce que c'est un imbriquement, on va dire, des corps. C'est pour ça qu'en fait, je vous disais que dans le corps mental, il n'est pas constitué que de substances mentales, il est constitué aussi de substances vitales. C'est pour ça qu'on a aussi le mental vital. C'est toujours un imbriquement de tous les corps, dans tous les corps, et dans tous les corps, et dans tous les corps. Vous voyez ? Donc en fait, si on pouvait le regarder presque sur un panel, on n'aurait pas, comme on le montre, vous savez, avec le corps vital, le corps mental, le corps... Non, on aurait quelque chose qui serait irregardable, on n'arriverait pas à se rendre compte. Ce serait un type de coloris où en fait on se rend compte qu'il n'y a aucune barrière entre. Et ben c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps tu es cet être psychique et en même temps tu es tout cela. Nous sommes aussi les esprits de la nature, il n'y a aucune barrière, nous sommes le tout. Nous sommes le divin qui est descendu dans l'inconscience de la matière. Donc on a nous sommes autant les sphères assouriques que nous sommes aussi les sphères divines. Parce que malgré tout, tu as des êtres, comme je vous dis, des êtres du plan vital, qui vont, eux, on va dire, travailler, permettre de nous protéger, permettre de travailler sur les corps. Mais on a aussi des êtres hostiles, entre parenthèses, vivant dans les plans d'inconscience, qui vont, eux, essayer d'empêcher et d'infuser justement des énergies anti-bien-être, anti-conscience, expansion, etc. Parce que c'est la méthode qu'a choisie, en tout cas le divin, pour permettre l'expansion la plus juste, on va dire, de la vie et de ses qualités. Il a choisi le principe d'inversion. Et ça, on ne peut pas dire que c'est mauvais ou que c'est dommage, ou que c'est, en tout cas, c'est ce qui a été choisi par rapport à ça, et c'est là-dedans, en définitive, qu'on vit. La chose, en tout cas, qui est claire, c'est que notre présence, étant de nature divine, quand elle s'identifie, elle se retrouve quelque part dans ce tumulte de tous ces différents plans par lesquels elle se retrouve incarnée, et ben c'est profondément, vu qu'elle est de nature divine et de nature pleinement consciente, ce qui la fait souffrir, ce qu'elle ne veut pas accepter, et ce qui lui paraît être bon, et ce qui lui paraît être favorisant pour son bien-être. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand on commence à avoir suffisamment de maturité, au cours des vies peut-être, ou même simplement au cours d'une vie, eh ben on se rend compte qu'effectivement, et on peut sentir le bien-être, le fait de donner, le fait d'aimer, le fait de faire des choses qui sont bien, le fait de manger bien, le fait de tout ce qui favorise les choses, à quel point ça peut nous porter, et naturellement, on va vers ça, puisque c'est vers ça, vers lesquels l'élargissement, ou du moins la conscience du divin a tendu, a espéré en tout cas manifester. Parce que le divin n'a pas cherché à manifester l'inconscience suprême. Autrement, l'inconscience et l'ombre est simplement un principe divin permettant justement de pouvoir faire élargir, grandir et accroître justement les qualités divines, on va dire, dans l'incarnation terrestre et sûrement autre. Vous voyez ? Mais je voulais en venir par rapport à ça pour vraiment vous partager le fait qu'il est normal que nous ayons des difficultés à nous dire qu'on va méditer, des difficultés à se dire que je vais maintenir une discipline, etc. Parce que nous sommes à ce moment-là pas simplement face à nous-mêmes et à nos conditionnements, nos croyances, etc. Nous sommes face à une infusion, à une sorte d'attaque, entre parenthèses, de résistance, de force,
hein, qui vont se servir de nos faiblesses, de nos conditionnements et de nos croyances pour aller amplifier notre dépression, notre sentiment, notre désespérance, notre sentiment de défaite, dans lequel on va dire bah oui, de toute façon j'y arrive pas, de toute façon je suis nul, de toute façon machin. Et c'est pareil, même en développement personnel. Quelqu'un qui va commencer à travailler sur lui, qui va tenter d'essayer d'être meilleur hein, pour n'importe quoi, ou d'enfin avoir parlé à ses parents et dire qu'il les aime, faire ceci, cela, etc. Et ben va être confronté automatiquement à une sorte de résistance et à une infusion, on va dire, de ses croyances, dans ses croyances, on va dire, qui vont être d'un seul coup amplifiées, qui vont être en résistance, qui vont venir en avant. Mais attends, moi j'existe, je suis nourri depuis des années, là, qu'est-ce que tu me fais? Tu veux me faire sauter, mais il n'en est pas question. Mais moi je me laisse pas faire. Hein. Et c'est là que l'être, il va dire, ah, il appelle Dieu, il prie son maître, il prie le divin, il prie sa présence, ou alors simplement il se charge de son énergie vitale, de sa volonté mentale, etc. Ah oui, on peut faire appel à ses qualités aussi personnelles, et on peut faire appel à d'autres qualités aussi, on va dire manifestées, impersonnelles, on va dire, ou divines, plus éthérées, pour descendre et nous aider à dépasser ça, et contraindre ses forces à reculer, pour qu'on puisse faire le travail. Vous voyez ? Mais tout ça, c'est un monde qui est parfaitement orchestré dans lequel nous sommes acteurs. Et nous avons le choix. Et nous avons le choix de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Et en même temps, sur un autre plan, nous ne l'avons pas vraiment. Mais on reviendra sur ça une autre fois. Hein ? Vous voyez un petit peu la chose ?